Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Diabal Télévision, bienvenue à notre rendez-vous dominical de l'information, un rendez-vous que malheureusement nous avons raté dimanche dernier à cause bien évidemment d'une coupure intempestive du courant électrique par la Mamoué. Et toujours à propos de coupure de courant intempestive, nous ne serons malheureusement pas en mesure de vous présenter des reportages ce soir à cause effectivement de coupures intempestives et de l'arrivée tardive du courant électrique à Iconi. Cela étant dit, nous commencerons donc cette édition directement avec l'entretien avec notre invité. Et ce soir, Diabal Télévision a l'insigne honneur, le très grand privilège et l'immense plaisir de recevoir l'un des Comoriens les plus brillants, les plus doués de sa génération. Il a été sans doute le seul Comorien diplômé de l'École nationale d'administration française, la prestigieuse ENA. Il a été pendant 5 ans haut fonctionnaire au ministère français de la coopération. Il est sans doute le Comorien qui connaît le mieux le fonctionnement et les rouages des institutions financières internationales. Il a été un militant très virulent du Parti socialiste comorien, le PASOKO, mais il est également mathématicien, capétien. J'ai bien évidemment nommé M. Ali Ashurti Bouran. M. Ali Bouran, bonsoir. Bonsoir. Merci d'offrir à Diabal Télévision le plaisir de bien vouloir répondre à ces questions. Et pour cette édition, nous avons une nouvelle formule. C'est effectivement, nous aurons au cours de cet entretien 2 invités qui poseront des questions à notre invité principal. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir M. Abderrahmane Koundra, directeur exécutif du Business Club Kamaral Koweït, et M. Hassan Hamada Soli Ajax, qui est le conseiller juridique du ministère de la Production de l'Union des Comores. Messieurs, bonsoir. Nous reviendrons vers vous à la fin de cette édition pour effectivement poser un certain nombre de questions. Monsieur Ali Bouran, comme je vous l'ai dit, nous sommes obligés effectivement de sortir un petit peu des sentiers battus dans ce journal. Nous n'aurons pas de journal, nous allons passer directement à l'entretien. Même si l'actualité était très riche, en tout cas l'actualité de ce dimanche, il semble que le divorce ait été consommé avec le chef de l'État, en tout cas entre les présidents des îles autonomes et le président de l'Union des Comores. Mais Diabal Télévision reviendra dessus d'une manière assez élargie dès demain soir. Monsieur Ali Bouran, donc nous allons passer au jeu des questions-réponses. Moi je vous ai vu pour la première fois il y a une quinzaine de jours et pour préparer ce journal. Et je suppose que pour un certain nombre de jeunes Comoriens, vous êtes un total inconnu. Et si vous deviez vous présenter à ces jeunes Comoriens, que diriez-vous? Que je suis un Comorien né à Moutsamoudou en juin. J'ai fait des études à Madagascar et puis en France, et j'ai enseigné ici au lycée de Moroni il y a assez longtemps. Et puis comme vous l'avez dit, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai fait l'ENA, puis j'ai fait le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la BAD. Et maintenant, ayant pris ma retraite, eh bien, je suis revenu proposer mes services à titre gracieux au président de l'Union et aux autres présidents des îles d'ailleurs, s'ils le souhaitent, pour apporter ma petite contribution au développement de ce pays. Justement, à propos de services que vous proposez dans votre pays, vous avez quasiment proposé vos services à la quasi-totalité des présidents de ce pays. Et aucun n'a estimé nécessaire d'utiliser vos compétences. Et en plus, vos détracteurs disent que vous êtes, en tout cas, vous vous placez toujours comme étant l'inspecteur des travaux finis et que vous voulez toujours un poste de Premier ministre taillé sur mesure. La question, elle est celle-ci. Est-ce que le vieil adage qui dit « nul n'est prophète en son pays » vous colle comme un gant? Je crois que ce vieil adage n'est pas tout à fait faux. Ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois que je suis venu voir des présidents ici, je n'ai jamais demandé à être quoi que ce soit. Je suis toujours venu pour donner des conseils au président Diohar, au président Taki, au président Azali, et même il y a très longtemps d'ailleurs. Enfin, je ne venais pas donner des conseils à Ahmed Abdallah, mais il me recevait comme son fils, puisque j'étais à l'école avec son fils et qu'il était très proche de mon père. Mais il est certain que certains de ces présidents m'ont demandé d'être Premier ministre et ça n'a pas pu se faire parce que je posais des conditions qui
qui n'étaient pas les bonnes certainement pour eux. Les conditions, c'était tout simplement que si j'étais Premier ministre, je ne ferais pas comme tout le monde. Donc ce que disent certains, que vos amis français vous dissuadaient de venir travailler ici parce que c'est un pays relativement complexe avec une bande de voyous, c'est totalement faux. Oui, c'est absolument totalement faux. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu un quelconque Français me proposer de venir travailler ou faire quoi que ce soit aux Comores. À chaque fois que j'y suis venu, c'est vraiment à la demande des présidents des Comores et j'y suis venu sans avoir été poussé par qui que ce soit. Mais justement, à propos de présidents qui vous ont demandé, je crois qu'avec le dernier président, le colonel Azali Assoumani, il y avait eu des discussions très avancées, des rencontres secrètes, notamment à Paris et à Moroni, peut-être même des engagements qui ont été signés avec vous, et puis plus rien. Le dossier a été classé sans suite. Cela est d'autant plus troublant, puisque effectivement Azali disait au départ qu'il cherchait l'élite, qu'il cherchait les bons éléments de ce pays pour venir lui apporter un certain concours. Est-ce que franchement c'était vrai ou il avait peur des gens qui étaient plus intelligents que lui? Je crois qu'il faut poser la question à M. Azali. En fait, je ne l'ai jamais rencontré à Paris. C'est un de ses conseillers, je crois d'ailleurs, qui avait eu cette idée de vouloir faire venir ici les deux Ali, comme on les appelle ici, Ali Haribou et Ali Bourhan. Et j'étais venu voir Azali ici et je m'attendais à ce qu'il me demande un certain nombre de choses. Et puis il ne me demandait rien, alors je me suis mis à lui poser des tas de questions sur le pays, sur un certain nombre de choses. Et je crois savoir qu'il avait pris ça un peu pour une sorte d'interrogatoire. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et je suis reparti sans qu'on m'ait demandé de faire quoi que ce soit. C'est dommage. Mais j'étais prêt vraiment à venir ici porter ma contribution à Azali, comme j'aurais pu le faire avec Taki et d'autres. D'accord. Juste passé de Coq-à-l'âne, vous avez travaillé pendant de longues années en tant que haut fonctionnaire du ministère français de la coopération. Qu'en avez-vous tiré de ces longues années au Quai d'Orsay? J'en ai tiré des leçons très importantes sur d'abord la manière dont l'administration française fonctionne. C'est un pays où l'administration fonctionne tellement bien que même si les politiques n'existaient pas, le pays tournerait, si vous voulez. Et ce serait un rêve de voir ça aux Comores, si vous voulez. Ici, l'administration est très malade et les politiciens sont trop politisés. Oui. Mais ce que j'ai retenu de la France, c'est que la France, au niveau de l'administration, marche aussi parce qu'il y a un certain nombre de réseaux, et notamment les réseaux des anciens élèves de l'ENA. Quand vous êtes dans un ministère, ça va très vite. Quand vous êtes à la coopération, de résoudre un problème financier en appelant votre collègue de l'ENA au ministère des Finances, sans avoir à passer tout de suite par les filières administratives normales. Justement, à propos de réseau, puisque vous en parlez, vous êtes de la même promotion que Dominique de Villepin, Ségolène Royal, à l'ENA, bien évidemment, et M. François Hollande. Dominique de Villepin, c'est le Premier ministre actuel. Madame Royal, c'est la candidate du Parti socialiste français aux élections présidentielles. Et M. Hollande, c'est quand même le numéro 1 du Parti socialiste français. Donc vous avez dans votre portefeuille relationnel les hommes et les femmes clés du pouvoir de demain de la France. Est-ce que cela peut avoir un avantage notable pour ce que vous voulez apporter dans notre pays ou pas? Très certainement. Je crois qu'on n'utilise pas assez cela. Faire de développement et de la politique, ça consiste aussi à avoir un carnet d'adresses, si vous voulez. Effectivement, je suis de la promotion Voltaire, qui a donné beaucoup de ministres d'ailleurs en France, et Dominique de Villepin, Ségolène Royal, comme vous dites, et François Hollande font partie de cette promotion, mais bon, je suis beaucoup plus proche de Ségolène Royal et de Hollande, qui ne sont pas seulement des camarades de promotion. Parce que d'abord je suis de gauche, et puis que ces deux-là sont même des amis, si vous voulez. Je peux jouer au tennis avec Ségolène Royal, je n'ai jamais joué au tennis avec de Villepin. Pourtant, les mauvaises langues disent que vous êtes plutôt meilleur ami de Villepin que de Ségolène Royal. C'est tout à fait faux. Non, je suis beaucoup plus proche des amis socialistes qui étaient à l'ENA que des amis de droite. Mais justement à propos de socialisme, cela vous vient de très loin, puisque vous avez été militant du Parti socialiste comorien. Pourquoi est-ce que vous avez eu cet amour de la social-démocratie?
Tout simplement parce que je crois que les socialistes sont beaucoup plus proches des préoccupations des gens que de la droite. La droite, c'est d'abord l'ordre. Les socialistes, c'est d'abord le côté social des choses, et j'aime beaucoup ça. Et je crois que quand on était beaucoup plus jeunes ici, le PASOKO d'abord avait une aura indépendantiste, et nous l'étions tous plus ou moins, mais aussi parce qu'on pensait que le PASOKO, une fois au pouvoir avec les autres, on pouvait résoudre un certain nombre de problèmes sociaux de ce pays. Et dans les présidents les présidents comoriens que vous avez rencontrés, lequel vous a semblé un peu moins à droite, ou plutôt pas très loin de la gauche? Parmi les présidents comoriens, je ne pense pas qu'ils avaient une étiquette de droite ou de gauche, sauf certainement Ali Soali, qui pour moi était très à gauche, un peu trop à gauche. J'ai eu à souffrir d'Ali Soali, mais je ne lui en veux pas. Vous gardez un très mauvais souvenir, n'est-ce pas? Je garde un très mauvais souvenir de ce qui m'est arrivé. Maintenant, oui. Bon, Ali Soali semble avoir fait un certain nombre de choses qui sont appréciées ici. Moi, je n'apprécie pas du tout son régime. Un régime qui commence par brûler les archives de l'administration, je ne comprends pas ce que ça veut dire. D'accord. Justement, vous avez offert vos services au président Sambi. J'allais dire pourquoi vous l'avez fait aussi spontanément, pourquoi maintenant, et réellement, que pensez-vous lui apporter? Je pense d'abord, et il faut savoir que quand il y a eu les élections présidentielles récemment, moi je soutenais plutôt M. Kambi. Je ne l'ai pas caché d'ailleurs aux autorités actuelles. Et au deuxième tour, manifestement, j'ai regardé un peu les nombres de candidats qui étaient là. Et il m'a semblé que Sambi, je le savais déjà dès le premier tour, mais j'avais privilégié au niveau de Kambi un certain nombre de qualités qui étaient surtout fondées sur l'expérience. Mais Sambi me semble être un homme intègre, un homme nouveau, un homme qui n'a jamais trempé dans des magouilles administratives. Et je crois que non seulement il semblait avoir une vision anticorruption qui me plaisait beaucoup, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un consensus autour de cet homme qui pouvait nous permettre de travailler. Parce que ce qui nous pose problème ici, c'est que l'insularité, cette histoire de séparatisme a fait que nous nous sommes éloignés les uns des autres, et Sambi semblait être l'homme qui pouvait nous unir. Et on l'a vu quand il a débarqué à Moroni, à la Grande Comore, ce qui est arrivé. On pensait que cette vague pouvait nous porter loin. Avant de revenir sur Sambi, puisque vous parlez de Kambi, tout le monde dit que Kambi c'est un francophile, c'est l'enfant de la France. Vous l'avez soutenu, vous êtes un francophile, peut-être aussi un enfant de la France. Pourquoi la France a lâché ses enfants dans la campagne électorale et a laissé passer un fondamentaliste, entre guillemets, des gens qu'il considérait comme étant des voyous, entre guillemets aussi? Pourquoi la France n'a pas mis en avant ces enfants, entre guillemets, bien évidemment? Écoutez, si vous parlez à la France officielle, elle vous dira qu'elle n'a soutenu aucun candidat. D'ailleurs, les grands pays disent toujours ça. Et vous y croyez, vous? Pas beaucoup, non. Moi, j'aurais préféré, au premier tour, puisque c'est ce que je voulais, qu'ils soutiennent un peu plus le candidat que je soutenais. Maintenant, je ne sais pas très bien qui ils ont soutenu, mais il est manifeste et c'est connu, il est très difficile de gagner des élections dans un pays francophone, pas seulement au Comores, mais en Afrique, sans le soutien de la France. Ou plutôt, il vaut mieux ne pas être fâché, mal vu à Paris pour pouvoir gagner des élections présidentielles en Afrique Nord, francophone. D'accord. On revient sur Sambi. Il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup parce que tout semble vous opposer au président Sambi. C'est un théologien, un prêcheur, peut-être même un dogmatique. Et vous êtes l'exemple parfait de l'homme cartésien, un adepte de la méthode. Et puis Sambi, c'est un orientaliste. Vous êtes un occidentaliste. Est-ce que cette espèce de combinaison, cette espèce de cocktail un peu hors norme, ne va pas être imbuvable d'ici quelques mois? Je ne pense pas du tout. D'ailleurs, il faut savoir que moi, j'ai connu Sambi bien avant qu'il ne soit candidat à la présidentielle. Et j'aimais beaucoup, quand j'allais en jouant, m'asseoir avec lui et discuter avec lui et savoir un peu ce qu'il racontait sur le plan théologique. Ce qui était un peu difficile, c'est que pour discuter théologie avec M. Sambi, lui pouvait parler comorien, moi je ne peux pas parler de ces choses en comorien, c'est trop compliqué. Et moi je parlais français, je ne pense pas qu'il se sente capable, entre guillemets, de parler de théologie dans la langue de Molière.
Mais je crois que moi j'admirais beaucoup son talent oratoire et ses connaissances religieuses, même si je pense que, étant un néophyte en termes de théologie, je ne suis pas sûr que je sois toujours d'accord avec Sambi sur la théologie. Et vous avez déjà essayé de le convertir à votre propre religion intellectuelle, cartésienne? On a déjà eu un certain nombre de discussions, encore une fois, avant qu'il soit candidat et même pendant qu'il semblait pouvoir devenir candidat. Mais ce que je constate aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que le fait qu'il soit ce que vous dites me pousse à croire qu'il a besoin de gens comme nous. Ce qui manque au Comores, et peut-être qu'on en parlera, c'est justement ce côté cartésien, un peu d'ordre, un peu de discipline, un peu de cartésianisme qui puisse permettre aux gens de mieux travailler. Si l'administration avait ce genre de qualité, je crois qu'on avancerait beaucoup plus. Je le crois aussi. Vous avez travaillé pendant très longtemps à la Banque africaine de développement. Vous étiez notamment expert en gouvernance. Pouvez-vous nous dire cela? De quoi, enfin, qu'est-ce que c'est exactement expert en gouvernance? Ça, c'est une question très intéressante et je regrette que vous n'ayez pas été à une petite conférence que j'ai donnée en Vouni il y a une semaine où les élèves semblaient avoir je promets d'aller à la prochaine. J'espère d'ailleurs qu'on la recommencera parce que ça, c'était une classe, mais beaucoup de gens semblent s'y intéresser. La gouvernance, pour être simple, si vous voulez, c'est que avant, on faisait du développement pour construire des routes et des bâtiments, etc. On a constaté que ça ne marchait pas parce que ces bâtiments, on ne les entretenait pas, etc. On est passé à une deuxième phase en se disant peut-être qu'en mettant un peu d'ordre au niveau budgétaire, ça pouvait permettre à un État de soutenir ce genre d'investissement. On a mis en place des plans d'ajustement structurel. Ça n'a pas donné de grands résultats, et même parfois ça a donné des très mauvais résultats. Notamment aux Comores. Notamment aux Comores et en Afrique. Et on est passé, si vous voulez, à une troisième phase qui consistait à dire peut-être que ce n'est pas seulement les investissements, ce n'est pas seulement des problèmes budgétaires, c'est des problèmes, entre guillemets, de gouvernance. Alors, pour aller plus vite, parce qu'il nous faudrait toute une soirée pour parler de ça, la gouvernance, c'est l'exercice de l'autorité, mais avec trois qualités, si vous voulez. Il faut que cet exercice soit transparent, il faut que cet exercice accepte le droit, et il faut que cet exercice, ceux qui l'exercent, puissent accepter de rendre des comptes devant la population. Ce sont les trois qualités essentielles qui font que la gouvernance, c'est-à-dire l'exercice de l'autorité, devienne une bonne gouvernance, si vous voulez. Donc cet esprit du fonctionnaire comorien, en tout cas du décideur comorien, de penser que le pouvoir c'est un dû, c'est une philosophie qui doit totalement changer. Elle doit totalement changer et il faut que les gens acceptent ici que quand ils sont au pouvoir, ils ont des comptes à rendre. Et que quand ils sont au pouvoir, ils doivent appliquer la loi, mais il faut que la loi s'applique à eux. Et si on n'accepte pas ce genre de choses, eh bien, je crois que à ce moment-là, on tourne en rond et les décisions qu'ils prennent, personne ne les appliquera parce qu'eux-mêmes ne se les appliquent pas. Et cela fait quelques semaines que vous êtes dans le pays. Vous avez été à Anjouan, vous avez été à Moélie, vous êtes à Moroni depuis quelques semaines. Est-ce que cette notion de bonne gouvernance, vous avez l'impression que on peut faire un coupé-collé sur les Comores plutôt facilement ou ça va être très difficile? Ça va être très difficile et ce n'est pas seulement d'ailleurs aux Comores parce que quand on veut mettre un peu d'ordre avec des notions de ce genre, transparence, règles de droit, rendre compte, c'est très compliqué parce qu'on a toujours l'impression que soi-même on est très en règle avec ces règles et que ce sont les autres qui ne le font pas. Alors il faut pouvoir se regarder et se dire moi-même je n'applique pas ces choses-là. Et si je commence à me les appliquer, alors les autres copieront sur moi, feront de bonnes choses. Justement à propos de bonnes choses, enfin, le président Sambi avait comme principal cheval de bataille la lutte contre la corruption. C'est une tâche fort louable. Mais le régime de Sambi emprisonnait plus vite que son ombre, un petit peu comme Lucky Luke, et puis posait les questions ensuite une fois en garde à vue. Vous avez été au cœur d'expériences plutôt intéressantes en Afrique, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Tchad, peut-être même au Sénégal et dans d'autres pays africains. Que pensez-vous de la méthode qui a été adoptée par le régime? Et pour vous, quelle est la bonne méthode de la lutte contre la corruption
qui gangrènent nos pays et notamment notre pays? Je crois que pour parler de ce problème particulier, j'avoue que je n'ai peut-être pas certainement les éléments qui ont fait que ces gens ont été arrêtés. Mais moi, ma philosophie dans ce domaine est très simple. L'État doit éviter deux choses. C'est de tirer sur les citoyens et de les mettre très vite en prison. C'est une règle qui doit s'appliquer très vite. Alors surtout pour un régime qui arrive, il faut éviter ce genre de choses. Il faut laisser le temps aux gens de pouvoir s'expliquer. Et si vous les mettez en prison, il faut vraiment avoir une bonne raison. Et c'est d'autant plus vrai que si vous les mettez en prison, puis très vite vous les sortez, les gens ne comprennent pas pourquoi ils y ont été mis et pourquoi on les a sortis, et le doute s'installe dans l'opinion, si vous voulez. Alors peut-être que les gens auraient pu empêcher ces gens-là de sortir du pays, peut-être, je dis, mais certainement pas mettre des gens en prison pour ensuite se retrouver devant des règles de droit. Et la séparation de pouvoir a fait que certains juges ont pris des décisions qui ne semblent peut-être pas avoir plu au régime, aux autorités, mais il faut reconnaître d'ailleurs que c'est très bien. Si c'était un régime totalitaire, on aurait repris ces gens-là, on les aurait mis en prison. Manifestement, le régime a accepté, même s'il n'a pas aimé, les décisions des juges. Donc, je crois que c'est un bon point à ce niveau-là pour eux, mais il aurait fallu peut-être faire un peu plus d'analyse et regarder un peu le droit avant d'emprisonner ces gens-là. Vous avez travaillé en étroite collaboration et vous aviez eu une amitié très forte avec des hommes tels que les Béninois Nicéphore Soglo ou Bio Tchané, l'Ivoirien Alassane Ouattara ou le Guinéen Siad Touré. Ce sont, pour ceux qui ne le savent pas, sont de grands hommes politiques africains, en tout cas qui essayent de jouer un rôle essentiel dans le développement de leur pays et du continent noir. Et ces hommes ont effectivement même été jusqu'à risquer leur vie pour avoir une place dans l'échiquier politique de leur pays. Ils ont pris les devants. Et vous semblez jouer un petit peu avec la discrétion, un petit peu avec la modestie. Est-ce que vous n'avez pas été à la même école que vos amis ? Si, je crois que j'ai été plus ou moins à la même école, mais je crois que les hommes font partie de deux catégories de gens. Il y a des gens qui naissent qui ont envie d'être président. Moi, je me souviens, quand on était jeune au lycée, j'avais un ami qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui s'appelle Chaher. À chaque fois qu'on créait une association, il avait envie d'être président de cette association. Moi, je n'ai jamais voulu être président de quoi que ce soit. Merci pour M. Benmassou. Quand nous avons créé la SEC, c'était la même chose. Il y avait des tas de gens qui voulaient être président de cette association et pas moi. Moi, j'aime toujours contribuer et ne jamais me mettre en avant pour des fonctions qui me semblent honorifiques. Et puis franchement, je n'ai jamais compris pourquoi les gens ont envie d'être président. Moi, j'ai envie de pouvoir aller à volo et m'acheter une mangue sans qu'il y ait un garde du corps. Et beaucoup de gens peut-être préfèrent avoir des gardes du corps et des belles voitures, c'est pas mon genre. Mais bon, il arrivera peut-être un jour où on est obligé de passer par là. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec Alassane Ouattara, avec Nicéphore Soglo. Bio Tchané peut-être deviendra président un jour. En Guinée, c'est pareil, mais il y a des gens qui ont le virus de la politique. Moi, j'ai fait de la politique ici, mais franchement, sans jamais avoir eu aucune envie d'être président ou même Premier ministre. Mais je crois que quand on s'intéresse à ces choses-là, il faut à un moment accepter qu'on puisse vous appeler pour faire ce genre de choses. On va rentrer dans la politique politicienne et je pose une question juste après. Nous donnerons le micro à nos amis ici présents pour poser leurs questions. Bien évidemment, on va commencer par le séparatisme parce que c'est l'actualité. Le nationaliste que vous êtes, le patriote que vous êtes, en tout cas le militant du Parti socialiste comorien que vous avez été, a dû être rongé au plus profond de lui-même par rapport à cette histoire du séparatisme et de l'esprit rattachiste de certains Anjouanais. Mais j'avais envie de vous demander quel combat vous avez mené en tant qu'homme politique, en tant que citoyen tout simplement, contre ceux-là même qui ont essayé de mettre en danger, je dirais, l'existence même de la nation. Ça, je crois que c'est une question fondamentale et ça permet d'ailleurs de lancer un message à certains de nos compatriotes dans les autres îles. On a tendance à dire, en gros, Anjouanais égale séparatiste, si vous voulez. Dès le départ, quand le séparatisme a démarré ici, un certain nombre de hauts fonctionnaires comoriens de la Grande Comore étaient tout à fait opposés à cette affaire. Cette affaire a démarré, on a 2 ou 3 intellectuels que je n'aime pas beaucoup, qui ont commencé à prêcher des choses en jouant.
parlait du docteur Zaïdou. Du docteur Zaïdou, de Abdourahmane Bakar, d'un certain nombre de gens qui sont allés en juin prêcher des choses qui étaient totalement fausses et ineptes et qu'on ne voit jamais en juin d'ailleurs. Mais le docteur Zaïdou est médecin ailleurs. On a besoin de médecins en juin, on ne l'a jamais vu. Et les autres sont au PNUD quelque part et on ne les a jamais vus venir en juin pour aider. Même maintenant où les îles sont devenues quasi autonomes. Et moi, je suis allé en juin. Il faut savoir que parfois, j'y risquais peut-être même ma vie d'ailleurs. Je me souviens que quand j'étais venu à Moroni pour aller en juin, à l'époque, certains n'étaient pas au pouvoir. Mohamed Bakar, pour ne pas le citer, ou Abdallah Awani, m'avaient empêché d'aller en juin. J'y suis allé quand même. Encore une fois, à l'époque, Mohamed Bakar n'était pas président. Et je me souviens de soirées épiques que j'ai passées chez Sharikan à Moutsamoudou, où il y avait tous les grands séparatistes d'Anjouan, où je passais des soirées à leur expliquer que ceci n'allait nulle part et qu'on se trompait. Et même quand je suis revenu à Washington, la veille du fameux référendum du président, entre guillemets, Abdallah Ibrahim, j'ai passé 3 heures au téléphone de Washington pour le convaincre que c'était tué en jouant et que ça n'avait aucun sens. Il m'a dit cette phrase extraordinaire que quand l'avion a décollé, il ne peut plus atterrir. Ce qui prouve qu'il ne sait pas comment un avion marche. Mais ensuite, j'avais écrit, d'ailleurs, j'espère que les gens se souviennent, à l'époque, un article dans Al-Watan où je mettais déjà en garde sur ce qui allait se passer à Anjouan, où j'essayais d'expliquer d'abord qu'être enjouanais au Grand Comorien, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les gens ne savent pas trop que Swali Keldi, qui est d'ici, c'est mon grand-père. Swali Keldi, c'est le frère de ma grand-mère. Les gens ne savent pas que la mère d'Alaoui Saïd Omar, Badjanani, c'est ma tante, c'est la sœur de mon père. Ce ne sont pas des lointaines familles. On les appelle les Anjouanais de Badjanani. On les appelle les Anjouanais de Badjanani. Bon, alors moi, je suis grand Comorien, je suis Anjouanais. Et cet article dans Al-Watan expliquait que tout ça n'avait aucun sens et que même si Anjouan devenait, à Dieu ne plaise, indépendant, alors ce que l'on fait maintenant aux Comores se passera en juin. C'est-à-dire Moutsamoudou finira par s'opposer à Sima, à Wani, à Domoni, on recommencera la même chose. Et à Moutsamoudou, on trouvera le quartier de Hamoumbou qui va s'opposer à Abomo, etc. Donc pour moi, l'ensemble comorien protégeait plutôt les citoyens, et bien au contraire de ce que racontaient les séparatistes. On va donner le micro à nos amis. On va leur demander de poser. Donc je vais donner le micro à M. Abdelman Koudra en premier. Droit d'aînesse oblige pour poser sa question. Allez-y, M. Koudra. Merci et bonsoir, M. Alibouran. Bonsoir. En fait, je souhaiterais que nous revenions un peu sur la question de bonne gouvernance que vous aviez commencé à présenter tout à l'heure, non pas dans sa définition en tant que telle, mais dans son lien avec le développement. Vous avez défini tout à l'heure un certain nombre de principes qui doivent être respectés pour qu'il y ait bonne gouvernance. Bon, certainement, il y a d'autres que l'on pourrait ajouter aux 3 que vous avez cités tout à l'heure. Mais pour que ces principes puissent être appliqués, il faut qu'au moins il y ait, à mon avis, ou ce que disent d'ailleurs certaines institutions ou certains experts, qu'il y ait un minimum de consensus entre ce que sont reconnus généralement comme les acteurs de développement. On dit le secteur public de façon générale, le secteur privé et la société civile. Or, si on le ramène aux Comores, on constate que ce consensus n'existe pas. Or, c'est cela qui serait à la base d'une certaine stabilité, bon, et certainement qui pourrait réunir les conditions de décollage de développement économique. Comment faire pour créer ce consensus quand se pose derrière cette volonté ou de créer ce consensus un problème de capacité à le faire? Donc, si on regarde un peu, on bute sur un peu ce cercle vicieux, absence de capacité, mauvaise gouvernance, instabilité. Et je crois que la question de l'actualité en cours actuellement l'illustre bien. Donc je souhaiterais, de par votre expérience, que vous nous expliquiez comment un peu on pourrait sortir de ce cercle. Surtout qu'on attend les experts un peu qui passent ici, qui nous disent qu'il faudrait entreprendre des réformes institutionnelles profondes pour qu'on en arrive justement à créer les conditions d'un tel consensus.
Or, ces réformes nécessitent aussi du temps. Je vais terminer tout de suite. Ça demande du temps, ça demande des moyens et des ressources qui ne sont pas... donc, comment, concrètement, quel est votre conseil sur ça? Merci. Merci, monsieur Koundra. Monsieur Koundra, je crois que j'ai voulu définir la gouvernance de manière rapide, si vous voulez, en vous donnant ces trois grands éléments que sont la transparence, le fait de rendre compte et la règle de droit. Mais il est certain que d'autres ajoutent à ça un certain nombre d'actions dans trois domaines qui sont clés. C'est la lutte contre la corruption, c'est la réforme de la justice, parce que sans justice, tout cela ne marche pas, et c'est la participation. Et ce dont vous parlez essentiellement concerne la participation. Il est certain qu'on ne peut pas faire toutes ces choses si les décisions sont prises de manière isolée par un groupe restreint qui n'associe pas les autres. Alors, bien entendu, j'ai l'impression, moi, qu'on a commencé, grâce peut-être aux institutions internationales, d'ailleurs, mais il y avait une demande locale, on commence maintenant de plus en plus à mettre en place des programmes où on associe le secteur privé, l'administration et la société civile. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avant d'aller à Maurice. Tout ce monde-là s'est réuni, a parlé et ça a donné, je crois, d'assez bons résultats. Ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle la participation formelle, si vous voulez. C'est-à-dire on appelle des gens, des privés, une société civile, on les écoute gentiment et puis les documents sont faits par d'autres et puis on continue, si vous voulez. Et ça demande, comme vous le dites, de manière fondamentale, et il faudra insister là-dessus, il faut effectivement qu'il y ait dans nos pays des institutions stables, des institutions pérennes, des institutions qui, quand les politiciens disparaissent, ne disparaissent pas comme nos partis, si vous voulez. Des institutions qui sont là et qui demandent effectivement à avoir une certaine capacité à concevoir des choses, à les mettre en œuvre et à permettre à cette bonne gouvernance de s'exprimer. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais moi, j'espère et je pense que quelqu'un comme Sambi, qui n'a que 3 ans et demi à partir d'aujourd'hui pratiquement dans son terme, qu'il nous mettra les bases nécessaires pour vraiment bâtir cette bonne gouvernance au Comores. Je crois qu'il en est capable. Il faudra bien entendu qu'il écoute ceux qui ont envie de l'aider et qu'il mette en place le système que j'appelle ODS, j'espère qu'on en parlera. ODS, pour moi, il faudrait que ça devienne le leitmotiv dans ce pays. C'est organisation, c'est... On va y revenir tout à l'heure. Eh bien, très bien. Discipline et sanction. Organisation, discipline et sanction. Je suis obsédé par ces trois termes, mais si on ne les utilise pas, on aura des problèmes. On va y revenir tout à l'heure. Nous revenons aux questions. Effectivement, nos invités ont la liberté de poser des questions, quel que soit le thème, même si cela ne rentre pas dans le thème que nous traitons. Encore une fois, merci, M. Koundra. Nous revenons au séparatisme dans notre pays. Dernièrement, Madame la ministre déléguée à la coopération, Madame Girardin, était aux Comores et elle a fait un séjour. Enfin, elle a effectué une visite à Anjouan. Et à Anjouan, il y a eu quand même un accueil plutôt assez, j'allais dire un peu tropical, un peu folklorique un peu. Et il y a eu quand même des affiches, même à Dar el Nadja, au palais de Mohamed Bakar, demandant le